Arrête d'être si jaloux de mon ex, on est juste de très bons amis, m'a-t-elle dit quand j'ai demandé du respect. Alors je me suis respecté assez pour accepter l'offre à Londres tandis qu'elle lui faisait le dîner jusqu'au jour où il est arrivé avec. Je m'appelle Nolan, j'ai 32 ans, et je passe mes journées à développer des thérapies géniques dans une start-up de biotechnologie prometteuse où la précision et l'attention aux détails sauvent littéralement des vies. Je pensais comprendre les relations de la même manière que je comprenais les structures moléculaires, avec des limites claires et des schémas logiques. Harper était censée être ma partenaire pour construire quelque chose de significatif ensemble. J'ai rencontré Harper il y a 3 ans lors d'un vernissage où elle exposait son travail d'illustratrice indépendante. Elle était talentueuse, ambitieuse, et avait cette énergie contagieuse qui attirait les gens vers elle. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que certaines personnes ne quittent jamais vraiment son orbite, même quand elles le devraient. Reed avait été le petit ami de Harper pendant la majeure partie de l'université, et apparemment leur rupture avait été mutuelle et amicale. Ils sont restés des amis proches, ce qui m'a d'abord semblé mature et sain. Je respectais le fait qu'elle puisse maintenir des relations adultes avec des personnes de son passé. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, c'est quand Reed a appelé Harper à 23h un mardi, paniquant à propos de son partiel de droit constitutionnel. Harper a immédiatement commencé à faire les 100 pas dans notre appartement, posant des questions détaillées sur son programme d'études et son niveau de stress comme si elle était sa conseillère pédagogique personnelle. Elle a passé 45 minutes à le rassurer en lui disant qu'il était brillant et capable, utilisant ce ton doux et protecteur que je l'avais rarement entendu utiliser avec moi. Quand elle a finalement raccroché, elle semblait dynamisée par la conversation, expliquant que Reed avait toujours été sensible et avait besoin d'un soutien émotionnel supplémentaire pendant les périodes difficiles. J'ai trouvé cela étrange, mais je me suis dit que tout le monde avait des dynamiques d'amitié différentes. Le schéma s'est intensifié à partir de là. Reed a développé un éventail impressionnant de petites urgences qui semblaient toujours coïncider avec nos projets. Le week-end où nous étions censés visiter le nouveau musée d'art contemporain, Reed a appelé en détresse parce que son appartement était trop encombré pour étudier efficacement. Harper a immédiatement reporté notre rendez-vous pour passer le samedi à l'aider à réorganiser son espace de vie, rentrant à la maison épuisée et couverte de poussière. Quand j'ai suggéré que nous pourrions reprogrammer pour le dimanche à la place, elle m'a regardé comme si j'étais déraisonnablement exigeant. Reed avait apparemment besoin du dimanche pour revoir tout ce qu'ils avaient organisé, et Harper voulait être disponible s'il avait des questions sur son nouveau système de classement. J'ai regardé Harper se transformer en quelqu'un de complètement différent lorsque les besoins de Reed se manifestaient, abandonnant son attitude décontractée habituelle pour devenir cette gardienne dévouée qui anticipait chacune de ses exigences. La situation de la cuisine m'a le plus dérangé. Harper cuisinait rarement des repas élaborés pour nous, suggérant généralement que nous commandions à emporter ou que nous prenions quelque chose de rapide après le travail, mais il suffisait que Reed mentionne se sentir dépassé par ses cours. Et soudain, Harper préparait des repas complexes et nutritifs à partir de zéro. Elle passait des heures à préparer ses plats préférés, des sauces pour pâtes élaborées, des légumes rôtis parfaitement assaisonnés, du pain maison qui remplissait tout notre appartement d'une chaleur qu'elle ne prenait jamais la peine de créer pour moi. Elle emballait soigneusement tout dans des contenants assortis, traversait la ville dans les embouteillages pour les livrer personnellement, et rentrait à la maison rayonnante de satisfaction d'avoir aidé quelqu'un dans le besoin. Elle expliquait que Reed était trop stressé pour faire les courses ou préparer ses repas correctement, et qu'une bonne nutrition était essentielle pour la performance académique. Quand j'ai fait remarquer que la plupart des adultes parvenaient à se nourrir pendant les périodes de stress, Harper m'a accusé de manquer d'empathie pour les personnes aux prises avec l'anxiété. Les voyages à la pharmacie sont ce qui m'a finalement fait exprimer mes préoccupations directement. Reed prétendait que les espaces bondés déclenchaient ces crises de panique, ce qui l'empêchait d'aller chercher ses médicaments contre l'anxiété sur ordonnance. Harper s'est porté volontaire pour s'occuper régulièrement de ses courses, traitant cela comme une faveur normale entre amis. Je l'ai regardé réorganiser entièrement ses délais d'illustration pour s'adapter au calendrier pharmaceutique de Reed, se rendant dans 3 pharmacies différentes lorsque son lieu habituel était en rupture de stock, appelant le cabinet de son médecin pour clarifier les instructions de dosage et même recherchant les effets secondaires potentiels pour en discuter avec lui plus tard. Quand j'ai suggéré que Reed pourrait utiliser des services de livraison ou demander de l'aide à des membres de sa famille, Harper est devenue sur la défensive. Elle a insisté sur le fait que les personnes émotionnellement intelligentes comprenaient l'importance de soutenir leurs amis lors des transitions difficiles. Selon Harper, mon malaise face à leur dynamique révélait ma propre insécurité et ma jalousie plutôt que de réelles préoccupations concernant les limites. Elle m'a fait sentir que remettre en question l'impuissance opportune de Reed faisait de moi une personne inférieure,
quelqu'un qui manquait de la sophistication émotionnelle pour comprendre les relations humaines complexes. Reed semblait développer des crises opportunes chaque fois que Harper et moi planifions des soirées romantiques ou des escapades de week-end. Le soir où j'ai fait des réservations au restaurant où nous avons eu notre premier rendez-vous, Reed a appelé en sanglotant à propos de son échec à sa performance de procès simulé. Harper a immédiatement annulé notre dîner pour se précipiter avec de la nourriture réconfortante et un soutien moral, me laissant assis seul à notre table de cuisine à regarder les fleurs que j'avais achetées pour notre anniversaire. Quand j'ai suggéré que le timing de Reed semblait être une coïncidence suspecte, Harper m'a accusé d'être paranoïaque et insensible aux luttes de santé mentale. Elle m'a rappelé que Reed avait toujours été fragile et que l'abandonner dans ces moments de vulnérabilité serait cruel et sans cœur. J'ai commencé à douter de mon propre jugement, me demandant si j'étais déraisonnablement possessif ou si je ne comprenais pas les limites saines de l'amitié, mais quelque chose au fond de moi insistait sur le fait que ce n'était pas un comportement amical normal. L'opportunité de Cambridge est arrivée comme un cadeau de l'univers, sauf que Harper l'a traité comme une attaque personnelle contre son monde soigneusement construit. J'ai reçu l'offre de bourse un jeudi matin. Un poste prestigieux pour développer des thérapies géniques dans l'un des principaux instituts de recherche au monde. Le genre d'opportunité qui définit une carrière et dont les scientifiques rêvent pendant des décennies. Mon chef de département l'a qualifié de chance unique de travailler avec des lauréats du prix Nobel sur des traitements révolutionnaires qui pourraient révolutionner la médecine. Je vibrais pratiquement d'excitation lorsque j'ai appelé Harper pour partager la nouvelle, m'attendant à ce qu'elle soit ravie de cette incroyable avancée dans notre avenir commun. Au lieu de cela, sa première réponse a été de demander combien de temps durait la bourse et si j'avais considéré l'impact sur la vie des autres. Reed faisait face à une audience potentielle de probation académique le mois prochain. Elle a expliqué avec la même urgence qu'elle aurait utilisée pour décrire une urgence familiale. Ses notes en droit constitutionnel étaient en difficulté, et il avait désespérément besoin de son soutien émotionnel pendant cette période fragile de sa vie. Harper ne pouvait absolument pas l'abandonner au moment où il était le plus vulnérable, surtout pas pour déménager à l'autre bout du monde pour ce qu'elle a appelé avec dédain mes ambitions de carrière. Elle a fait passer Cambridge pour un caprice égoïste que je poursuivais plutôt que pour une réussite professionnelle légitime qui pourrait bénéficier à d'innombrables patients à l'avenir. J'ai passé des semaines à essayer d'aider Harper à comprendre l'importance de cette opportunité, lui montrant des articles de recherche de l'équipe de Cambridge, expliquant l'impact potentiel du travail sur les thérapies géniques, calculant même combien nos revenus combinés pourraient augmenter si j'établissais des liens sur les marchés internationaux de la biotechnologie. Rien de tout cela n'avait d'importance car la crise académique de Reed primait sur tout le reste. Harper passait ses journées à le coacher pendant les sessions d'études, à revoir ses notes de cours avec lui par appel vidéo, et à lui fournir un réconfort constant en lui assurant qu'il était assez intelligent pour surmonter ses défis en études de droit. Elle a traité sa probation académique potentielle comme une urgence vitale qui nécessitait son intervention immédiate et soutenue. 8 mois plus tard, la foudre a frappé 2 fois sous la forme d'un poste de recherche pharmaceutique à Tokyo. L'opportunité était encore plus extraordinaire que Cambridge. Une chance de travailler avec une équipe développant des traitements révolutionnaires contre le cancer qui pourrait sauver des millions de vies. Le centre de recherche offrait des équipements de pointe, des opportunités de collaboration internationale, et le genre de ressources auxquelles la plupart des scientifiques ne font que rêver d'accéder. J'avais été spécifiquement recruté sur la base de mes travaux précédents, et le chef d'équipe a souligné que des postes comme celui-ci ne se présentaient peut-être qu'une fois par décennie. J'ai présenté l'offre de Tokyo à Harper avec une préparation minutieuse, accompagnée d'informations détaillées sur le projet de recherche, les arrangements de logement au Japon, et les trajectoires de carrière potentielles pour nous deux sur le marché international. La réponse de Harper a été rapide et décisive. Absolument pas. Reed se préparait maintenant pour l'examen du barreau, et selon Harper, cela représentait la période la plus stressante de toute sa vie. Il avait besoin d'appels d'encouragement quotidiens, de sessions d'études hebdomadaires où elle l'aidait à organiser ses matériaux, et d'un soutien émotionnel constant pour maintenir son niveau de confiance. Déménager à Tokyo signifierait abandonner Reed à l'heure de son plus grand besoin, et Harper refusait d'être le genre de personne qui priorise l'avancement personnel sur la loyauté envers des amis qui dépendent d'elle. Elle m'a accusé d'être fondamentalement égoïste pour même considérer des opportunités qui ne tenaient pas compte du bien-être émotionnel et du calendrier académique de Reed. La façon dont Harper a présenté ses décisions m'a fait sentir comme un monstre de vouloir faire avancer ma carrière. Elle a insisté sur le fait que les relations significatives exigeaient des sacrifices et des compromis, et que mon refus de structurer ma vie professionnelle autour des diverses crises de Reed révélait de graves défauts de caractère. Selon Harper, les partenaires vraiment solidaires comprenaient que certaines choses comptaient plus que l'argent ou le prestige.
des choses comme être présent pour les gens qui avaient besoin de vous, maintenir la loyauté pendant les périodes difficiles, et placer les relations humaines avant l'ambition personnelle. Elle a fait comme si je choisissais l'égoïsme plutôt que l'amour, l'avancement de carrière plutôt que l'engagement relationnel. J'ai commencé à documenter ces schémas dans un journal privé, notant les dates, les circonstances, et le raisonnement exact de Harper pour chaque opportunité rejetée. Les preuves étaient accablantes. Chaque décision de carrière majeure avait été filtrée d'abord par les besoins de Reed, ensuite par mes aspirations, et en troisième lieu lointain, par l'avenir de notre relation. La définition du partenariat de Harper signifiait apparemment que ma croissance professionnelle devait être reportée indéfiniment chaque fois que Reed faisait face à une pression académique, une anxiété sociale, ou un stress général de la vie. J'ai commencé à me demander si c'était un comportement amical normal ou quelque chose de plus troublant que je ne pouvais pas encore tout à fait identifier. L'opportunité de Londres était ma dernière chance d'avancement dans la recherche internationale. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que ce serait le moment décisif pour tout ce que j'avais construit professionnellement. Mon chef de département a présenté le poste avec une gravité inhabituelle, expliquant que le projet de recherche innovant en thérapie génique représentait un travail de pointe qui pourrait révolutionner le traitement des maladies héréditaires affectant des millions de patients dans le monde. L'équipe de recherche m'avait spécifiquement demandé sur la base de mes travaux publiés sur les protocoles de modification génétique, et le programme serait clôturé de manière permanente après ce cycle de recrutement en raison de limitations de financement. Ce n'était pas juste une autre opportunité de carrière. C'était ma dernière chance réaliste de rejoindre la communauté scientifique internationale au plus haut niveau. Ce même soir, alors que je traitais encore l'ampleur de cette offre, j'ai découvert que Harper agissait secrètement comme la conseillère personnelle en carrière de Reed depuis des mois. Je suis rentré tôt du laboratoire pour trouver l'ordinateur portable de Harper ouvert sur notre table de cuisine, affichant des chaînes de mails détaillées où elle coachait Reed pour des entretiens d'embauche simulés, l'aidait à choisir des tenues professionnelles pour des réunions de cabinet d'avocats, et même éditait ses lettres de motivation pour des postes juridiques prestigieux. Le niveau d'implication était stupéfiant. Elle avait recherché des tactiques de négociation salariale pour lui, compilé des listes de contacts de réseautage potentiels, et créé des matériaux de préparation complets pour son examen du barreau qui étaient plus approfondis que tout ce que j'avais vu fournir par des services de tutorat professionnels. Harper avait investi des heures quotidiennement dans l'avancement des perspectives de carrière de Reed, tout en rejetant simultanément mes propres aspirations professionnelles comme des préoccupations secondaires qui pouvaient attendre indéfiniment. Quand j'ai confronté Harper à propos de cette relation secrète de mentorat de carrière, elle est immédiatement devenue sur la défensive et a essayé de recadrer la situation comme un soutien amical normal. Elle a insisté sur le fait qu'aider des amis à réussir professionnellement était quelque chose que les personnes émotionnellement matures faisaient naturellement, et que mon malaise face à son implication dans le développement de carrière de Reed révélait ma propre jalousie mesquine plutôt que de véritables préoccupations de limite. Selon Harper, les amis vraiment solidaires s'aidaient mutuellement à naviguer dans les transitions difficiles, et l'entrée de Reed dans la profession juridique compétitive nécessitait des conseils approfondis de personnes qui comprenaient ses forces et ses vulnérabilités uniques. Elle a fait comme si j'étais déraisonnable d'attendre d'elle qu'elle priorise mon avancement de carrière sur le besoin d'aide au développement professionnel de Reed. La dispute s'est envenimée lorsqu'Harper m'a accusé d'essayer de contrôler ses amitiés et de l'isoler des personnes qui avaient vraiment besoin de son soutien. Elle a insisté sur le fait que mon habitude de remettre en question sa relation avec Reed démontrait des tendances possessives qui la mettaient mal à l'aise quant à notre avenir commun. Harper s'est dépeinte comme quelqu'un pris entre un petit ami contrôlant qui voulait limiter ses relations sociales et un ami vulnérable qui dépendait de sa stabilité émotionnelle lors de transitions de vie cruciales. Elle m'a fait sentir comme le méchant de notre relation pour avoir attendu son attention et son soutien alors que les besoins de Reed étaient de toute évidence plus pressants et immédiats que les miens. Le point de rupture est arrivé lors de la présentation de recherche annuelle de mon entreprise où je devais recevoir une reconnaissance formelle pour un travail révolutionnaire qui avait pris des mois à développer et qui pourrait potentiellement mener à des opportunités de brevet. C'était censé être l'un des moments professionnels les plus importants de ma carrière. Le genre d'accomplissement qui valide des années de recherche dévouée et ouvre des portes à un avancement futur. Harper était au courant de cette présentation depuis des semaines, m'avait aidé à répéter mon discours d'acceptation, et avait promis d'y assister en tant que ma partenaire solidaire. Au lieu de cela, elle a manqué tout l'événement pour accompagner Reed à une réception de réseautage parce qu'il prétendait être trop nerveux pour y assister seul. Je me tenais sur scène, acceptant la reconnaissance pour un travail qui pourrait avoir un impact sur des milliers de patients, scrutant le public à la recherche du visage de Harper et ne trouvant que des chaises vides là où elle aurait dû être assise.
Pendant que j'expliquais des techniques complexes de modification génétique à des leaders de l'industrie et des collaborateurs potentiels, Harper était de l'autre côté de la ville, tenant la main de Reed lors de conversations de cocktail avec des avocats qu'il n'avait jamais rencontrés auparavant. Elle est rentrée à la maison des heures plus tard, rayonnante d'excitation à propos des contacts professionnels que Reed avait établis et des retours positifs qu'il avait reçus de potentiels employeurs. Harper a passé 20 minutes à décrire chaque détail du succès de réseautage de Reed tout en reconnaissant à peine qu'elle avait manqué le moment professionnel le plus important de ma carrière. Quand j'ai exprimé ma déception quant à son absence, elle m'a accusé d'être égoïste et de ne pas soutenir ses amitiés. Selon Harper, l'événement de réseautage de Reed avait été une opportunité unique qui nécessitait un soutien immédiat, tandis que ma présentation de recherche n'était qu'une autre obligation de travail qui se répéterait chaque année. Elle ne pouvait sincèrement pas comprendre pourquoi je prioriserais ma reconnaissance professionnelle sur les besoins émotionnels de Reed lors d'un moment de développement de carrière aussi crucial. Cette nuit-là, allongé dans mon lit en écoutant Harper envoyer avec enthousiasme des SMS à Reed sur les stratégies de suivi pour ses nouveaux contacts professionnels, j'ai réalisé que notre relation était devenue un arrangement à 3 personnes où je me classais constamment en 3e position en termes d'importance. Les priorités de Harper étaient d'une clarté cristalline. Les besoins immédiats de Reed, le succès à long terme de Reed, et quelque part loin derrière sur la liste, mes propres aspirations et réalisations. On attendait de moi que je sois infiniment compréhensif quant à sa dévotion au bien-être de Reed, tandis que mes propres jalons professionnels étaient traités comme des distractions gênantes de son véritable centre d'intérêt. J'ai accepté tranquillement le poste à Londres sans en informer Harper, une décision qui m'a semblé à la fois libératrice et nécessaire après des mois à voir mes opportunités de carrière être systématiquement rejetées en faveur des urgences émotionnelles sans fin de Reed. L'Institut de recherche exigeait un engagement anticipé de 4 semaines pour sécuriser l'espace de laboratoire et commencer le traitement du visa. J'ai donc discrètement géré tous les arrangements préliminaires tout en maintenant des routines normales à la maison. Pendant ce mois de préparation secrète, j'ai décidé d'observer systématiquement les interactions quotidiennes de Harper avec Reed, documentant des schémas que j'avais été trop confiant ou trop occupé pour remarquer auparavant. Ce que j'ai découvert était bien plus étendu et intime que je n'aurais jamais pu l'imaginer possible entre des amis supposément platoniques. Reed appelait Harper tous les matins à 6h30 précises pour ce qu'elle décrivait comme des discussions de motivation avant ses cours de droit. Des conversations qui duraient 45 minutes et impliquaient des surnoms affectueux qui me retournaient l'estomac de malaise. J'ai commencé à me lever plus tôt pour écouter depuis la cuisine, entendant Harper utiliser des petits noms comme mon cœur et chérie tout en discutant des niveaux d'anxiété quotidiens, des objectifs académiques et de l'état émotionnel de Reed avec le genre de tendre sollicitude que je m'attendais à être réservé à notre relation. Ces appels du matin suivaient des schémas constants où Harper fournissait une réassurance détaillée sur les capacités de Reed, lui rappelait ses succès passés pour renforcer sa confiance, et offrait des stratégies spécifiques pour gérer le stress tout au long de sa journée à venir. Elle lui parlait avec une chaleur maternelle mêlée à quelque chose qui sonnait de manière troublante romantique, utilisant des intonations que je reconnaissais de notre début de relation, quand elle essayait de me faire sentir spéciale et chérie. Harper disparaissait fréquemment pendant des heures pour livrer des repas faits maison et des collations d'études à Reed, me laissant gérer seule nos responsabilités domestiques communes. Elle passait des après-midi entiers à préparer des colis de soins élaborés remplis de ses aliments préférés, organisant soigneusement des matériaux d'études qu'elle avait recherchés pour lui, et sélectionnant des livres de motivation qu'elle pensait l'inspirer pendant les périodes difficiles. Lorsqu'elle revenait de ses visites prolongées, Harper semblait toujours dynamisée et comblée d'une manière que son temps avec moi ne semblait jamais lui procurer. Elle décrivait la gratitude et les réponses émotionnelles de Reed à son soutien avec une satisfaction rayonnante, indiquant clairement que le fait d'être nécessaire pour lui donnait un sentiment d'utilité que notre relation stable ne pouvait apparemment pas égaler. J'ai suggéré que nous suivions une thérapie de couple pour aborder ce que j'ai diplomatiquement appelé nos problèmes de communication, espérant que des conseils professionnels pourraient aider Harper à reconnaître comment son comportement affectait la dynamique de notre relation. Harper a immédiatement rejeté l'idée, prétendant que notre seul vrai problème était ma possessivité déraisonnable et ma jalousie concernant son amitié avec Reed. Selon Harper, les personnes émotionnellement sûres d'elles n'avaient pas besoin d'une intervention professionnelle pour gérer les défis normaux d'une relation, et mon désir de thérapie révélait une insécurité plutôt que de véritables préoccupations sur la santé de notre partenariat. Elle a insisté sur le fait que la thérapie de couple était pour les relations avec des problèmes sérieux, alors que nous avions simplement besoin d'une meilleure communication et de plus de confiance de ma part concernant ces relations sociales. Le refus de Harper de même considérer des conseils professionnels a confirmé qu'elle ne voyait rien de problématique à prioriser les besoins émotionnels de Reed sur la stabilité de notre relation.
Reed a commencé à faire des visites de plus en plus audacieuses et inopinées à notre appartement, arrivant avec des fournitures d'art coûteuses et des cadeaux élaborés qu'il prétendait être des témoignages d'appréciation pour l'amitié et le soutien de Harper. Ces visites surprises semblaient toujours parfaitement chronométrées pour interrompre nos moments privés ensemble, apparaissant pendant la préparation de notre dîner, se présentant lorsque nous planifions des activités de week-end, ou arrivant juste au moment où nous nous installions pour des soirées tranquilles à la maison. Reed offrait à Harper des cadeaux soigneusement sélectionnés comme des ensembles d'aquarelles de qualité supérieure, des outils d'illustration de qualité professionnelle, et des livres d'art rares qui démontraient une connaissance intime de ses préférences créatives et de ses aspirations professionnelles. Il avait fait des recherches sur ses intérêts artistiques plus approfondies que moi pendant toute notre relation de 3 ans, choisissant des cadeaux qui reflétaient une profonde compréhension de ses préférences esthétiques et de ses objectifs de carrière. La façon dont le visage de Harper s'illuminait en recevant ces cadeaux attentionnés m'a fait réaliser que Reed la courtisait activement par une générosité stratégique et une manipulation émotionnelle. Pendant ces visites inopinées, Reed restait des heures, engageant Harper dans de longues conversations sur ses projets artistiques, tandis que j'étais assis à proximité, me sentant comme un intrus importun dans mon propre salon. Il posait des questions détaillées sur ses techniques d'illustration, offrait des louanges enthousiastes pour ses décisions créatives, et fournissait le genre d'attention ciblée et d'intérêt sincère que j'avais cessé d'offrir après des années à prendre ses talents pour acquis. Les visites de Reed m'ont fait prendre conscience que j'étais devenu complaisant dans notre relation, supposant que Harper serait toujours disponible, tandis que Reed démontrait activement par des actions constantes qu'elle était précieuse et méritait d'être courtisée avec un effort délibéré. Pendant que j'étais à Londres, sécurisant mon espace de laboratoire de recherche et complétant les documents de visa, la colocataire d'université de Harper, Paige, m'a appelé avec des nouvelles urgentes qui allaient complètement briser ma compréhension de la situation dans laquelle je vivais depuis des mois. Paige était tombée accidentellement sur des informations troublantes en assistant à un groupe d'études de la faculté de droit où Reed se vantait de sa situation amoureuse auprès de camarades de classe qui n'avaient jamais entendu parler de moi. Selon plusieurs témoins de leur session d'études, Reed avait constamment dit aux gens que Harper était essentiellement sa petite amie et que je n'étais qu'une situation de vie transitoire jusqu'à ce qu'ils se réconcilient officiellement après l'obtention de son diplôme de droit. Reed a décrit notre relation comme un arrangement temporaire pratique que Harper maintenait pour la stabilité financière en attendant qu'il termine ses études et établisse sa carrière juridique. Il s'était présenté comme le véritable partenaire romantique de Harper qui lui permettait patiemment de maintenir des arrangements domestiques pratiques avec un autre homme jusqu'à ce que les circonstances leur permettent de reprendre leur relation authentique. Paige a découvert que Reed avait secrètement photographié Harper pendant leur conversation privée, capturant des moments intimes où elle était affectueuse ou vulnérable et sauvegardant ces images comme preuve pour montrer à ses amis qu'elle était toujours émotionnellement attachée à lui. Il avait accumulé des dizaines de photos de leurs rendez-vous au café, de ses visites à l'appartement, et des sessions de livraison de repas, créant un récit visuel complet qui soutenait ses affirmations sur leur connexion romantique en cours. Reed avait également enregistré les messages vocaux les plus affectueux de Harper et en joué des extraits sélectionnés pour ses amis de la faculté de droit, utilisant son ton attentionné et son langage attachant comme preuve que leur relation était plus profonde que l'amitié malgré sa situation de vie apparente avec un autre homme. Le plus choquant de tout a été la découverte de Paige que Reed avait systématiquement manipulé les émotions de Harper par des crises fabriquées et une vulnérabilité mise en scène tout en se vantant simultanément auprès de ses camarades de son contrôle psychologique sur ses réactions. Reed avait ouvertement discuté de son approche stratégique pour maintenir la dévotion de Harper, expliquant aux membres du groupe d'études comment il créait délibérément des urgences académiques et des dépressions émotionnelles pour s'assurer qu'elle reste concentrée sur ses besoins plutôt que de développer un engagement plus profond avec son petit ami officiel. Il a décrit des tactiques spécifiques pour synchroniser ses appels de crise afin d'interrompre nos projets romantiques, des méthodes pour faire paraître ses problèmes plus urgents que mes opportunités professionnelles, et des techniques psychologiques pour que Harper se sente coupable chaque fois qu'elle priorisait notre relation sur ses exigences immédiates. Reed avait traité la compassion et la loyauté de Harper comme un jeu qu'il gagnait par une manipulation calculée, tandis qu'elle croyait sincèrement qu'elle soutenait un ami à travers des difficultés légitimes. Lorsque Paige a initialement confronté Harper avec des captures d'écran des publications de Reed sur les réseaux sociaux concernant leur relation et des preuves de son comportement trompeur, Harper a insisté sur la défensive que Reed ne manipulerait jamais ses émotions ou ne mentirait jamais sur les limites de leur amitié. Cependant, les preuves de Paige étaient accablantes, des captures d'écran de messages textes où Reed décrivait sa manipulation émotionnelle stratégique, des publications sur les réseaux sociaux où il qualifiait Harper de sa petite amie, et des conversations enregistrées où il se vantait de contrôler ses priorités par des urgences fabriquées.
La preuve finale est venue lorsqu'Harper est allé à l'appartement de Reed pour l'aider avec un projet de recherche et a découvert la collection d'images secrètement photographiées et de messages vocaux enregistrés qu'il avait gardés comme des trophées de son influence psychologique sur elle. Harper a trouvé des dossiers sur son ordinateur portable étiquetés avec des dates et des catégories émotionnelles contenant des centaines de photos et de fichiers audio documentant leurs interactions sur des mois de ce qu'elle croyait être une amitié sincère. Reed avait systématiquement collecté des preuves de l'affection et de la vulnérabilité de Harper, traitant ses réponses attentionnées comme des conquêtes dans une expérience psychologique tordue où ses émotions étaient ses sujets de recherche. Les tentatives frénétiques de Harper pour me contacter à Londres ont commencé immédiatement après qu'elle a découvert le comportement manipulateur de Reed, avec des messages vocaux de plus en plus désespérés qui révélaient l'effondrement complet de tout ce qu'elle avait cru de leur amitié. Ces premiers messages étaient à peine cohérents, remplis de larmes et d'excuses balbutiées alors qu'elle essayait d'expliquer à quel point Reed l'avait trompée sur ses intentions et ses sentiments. Harper a avoué qu'elle comprenait enfin pourquoi j'avais été mal à l'aise avec leur dynamique, admettant que chaque préoccupation que j'avais soulevée avait été complètement justifiée. Alors qu'elle avait été aveugle à sa manipulation psychologique calculée, elle a décrit la découverte des photos et des enregistrements secrets comme une trahison dévastatrice qui l'a amené à remettre en question chaque interaction qu'ils avaient partagée, réalisant que les moments qu'elle avait considérés comme une amitié sincère avaient en fait été des opportunités pour Reed de documenter sa vulnérabilité émotionnelle pour sa propre satisfaction tordue. Cependant, au moment où Harper était prête à reconnaître la vérité sur le comportement de Reed, j'avais déjà commencé à établir ma nouvelle vie à Londres avec un enthousiasme et un soulagement sincères. J'avais trouvé un bel appartement près du centre de recherche, doté de grandes fenêtres qui inondaient mon bureau de lumière naturelle et d'une cuisine où je pouvais cuisiner des repas élaborés pour moi-même sans me soucier des préférences alimentaires ou de la crise émotionnelle de quelqu'un d'autre. Mes nouveaux collègues à l'institut de recherche étaient des scientifiques brillants et dévoués qui respectaient les limites professionnelles et comprenaient qu'un travail significatif nécessitait de la concentration et de l'engagement plutôt qu'un drame émotionnel constant. Pour la première fois depuis des mois, je dormais toute la nuit sans être réveillé par des appels d'urgence, je mangeais des repas sans interruption dus à des crises fabriquées, et je poursuivais mes recherches avec le genre d'attention concentrée qui produit des résultats révolutionnaires. Quand Harper et moi avons finalement eu une longue conversation téléphonique, elle a promis de bloquer immédiatement Reed de tous les canaux de communication et de commencer une thérapie individuelle pour comprendre comment elle était devenue vulnérable à ces tactiques de manipulation psychologique. Harper a insisté sur le fait qu'elle était prête à faire tout ce qui était nécessaire pour reconstruire notre relation, y compris déménager à Londres si cela pouvait démontrer son engagement à prioriser notre partenariat sur les distractions externes. Elle a reconnu que Reed avait exploité avec succès sa compassion et sa loyauté, transformant son désir naturel d'aider les gens en une arme qu'il pouvait utiliser pour contrôler son attention et son énergie émotionnelle. Harper semblait véritablement choqué par l'ampleur de la tromperie de Reed, décrivant son comportement comme sociopathique et prédateur d'une manière qu'elle n'avait jamais reconnue lors de leurs interactions. J'ai écouté les promesses de Harper avec un mélange de tristesse et de clarté, reconnaissant que sa volonté de changer n'était apparue qu'après que des conséquences dévastatrices l'aient forcé à affronter les dommages que ses choix avaient causés. Bien que j'ai apprécié sa nouvelle compréhension de la manipulation de Reed, j'ai calmement expliqué que la confiance, une fois systématiquement érodée par des années de priorités mal placées, ne pouvait pas être reconstruite simplement par des promesses faites seulement après que la vérité soit devenue impossible à ignorer. Harper avait choisi à plusieurs reprises les urgences fabriquées de Reed plutôt que mes opportunités professionnelles légitimes, rejeté mes préoccupations comme de la jalousie plutôt que des observations valides, et traité mes aspirations de carrière comme secondaires à ses besoins émotionnels. Le schéma avait été constant et délibéré, révélant des différences fondamentales dans nos valeurs et priorités qui allaient au-delà de la manipulation spécifique de Reed. La relation de Harper avec Reed avait exposé sa volonté de sacrifier notre partenariat pour quelqu'un qui prétendait avoir plus besoin d'elle, et cette tendance à la triangulation émotionnelle se manifesterait probablement à nouveau avec différentes personnes dans différentes circonstances. 1 an plus tard, ma vie à Londres s'était épanouie au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer lorsque j'étais piégé dans ce triangle suffocant à la maison. Mes recherches en thérapie génique avaient valu la reconnaissance de la communauté scientifique internationale avec des résultats révolutionnaires qui m'ont positionné pour des opportunités de poste menant à la titularisation dans des universités prestigieuses à travers l'Europe. J'avais entamé une relation saine avec Evelyn, une conservatrice de musée qui maintenait naturellement des limites appropriées avec toutes ses relations passées et comprenait qu'un partenariat authentique signifiait se choisir constamment l'un l'autre plutôt que le drame extérieur. Evelyn appréciait mon dévouement à un travail significatif, célébrait mes réussites professionnelles sans ressentiment, et créait le genre d'environnement domestique de soutien où les deux partenaires pouvaient s'épanouir individuellement et ensemble. Pendant ce temps,
la vie de Harper s'était complètement effondrée après que le comportement manipulateur de Reed ait été exposé à leur cercle social mutuel. Elle a perdu plusieurs contrats d'illustration majeurs lorsque Reed a saboté sa réputation professionnelle par dépit, répandant des rumeurs sur sa fiabilité et sa stabilité émotionnelle auprès de clients potentiels qu'il envisageait pour des projets de grande envergure. Harper a dû retourner vivre chez ses parents en raison de l'instabilité financière, car elle ne pouvait plus se permettre son appartement sans les dépenses partagées que je couvrais pendant notre relation. L'élan de carrière qu'elle avait construit en tant qu'illustratrice indépendante s'est évaporé lorsque la réaction vindicative de Reed à son exposition a détruit les réseaux professionnels qu'elle avait mis des années à développer. Lorsqu'Harper a fait une visite surprise à Londres, tentant un dernier effort de réconciliation, j'ai poliment mais définitivement décliné sa proposition désespérée de repartir à zéro dans un nouveau pays où Reed ne pourrait pas interférer avec notre relation. J'ai expliqué que j'avais trouvé un bonheur authentique avec quelqu'un qui choisissait constamment notre partenariat plutôt que quelqu'un que je devais constamment convaincre de prioriser notre relation sur la manipulation externe et les urgences fabriquées. Harper a semblé véritablement choqué que j'ai tourné la page si complètement, s'attendant apparemment à ce que j'ai attendu qu'elle reconnaisse enfin la vérité sur le comportement de Reed et revienne pour reconstruire ce que nous avions perdu. Elle avait supposé que notre relation avait été mise en pause plutôt que terminée de façon permanente. Ne comprenant pas que la confiance et le respect, une fois systématiquement détruits par des mois de choix délibérés, ne pouvaient pas être restaurés par des excuses offertes seulement après que des conséquences dévastatrices aient rendu le déni impossible. J'ai souhaité bonne chance à Harper dans son rétablissement de l'abus psychologique de Reed. Mais j'en avais trop appris sur ma propre valeur pour accepter de reprendre quelqu'un qui traitait notre partenariat comme secondaire aux besoins émotionnels supposés de quelqu'un d'autre.